Donc quand on parle de valeur anti-crise, c'est assez vague, c'est volontairement assez vague. Il faut essayer d'imaginer effectivement quelles sont les crises où Bitcoin pourrait jouer un rôle, quel est ce rôle. Et enfin voilà, je vais peut-être juste lancer comme ça. Donc naturellement, je pense qu'on pense tous quand même à une crise financière de type de celle de 2008, mais pas forcément. Voilà, si quelqu'un a déjà un avis là-dessus. Si on dit qu'au Venezuela, c'est déjà utilisé, parce que c'est quand même une crise qui est là-bas, ils l'utilisent quand même pour conserver leur valeur. Est-ce qu'on peut considérer du coup que ça sert à... Mais non, tout va bien au Venezuela, c'est un paradis socialiste. Non mais... oui. Autre exemple, c'est peut-être la Grèce aussi, parce que Bitcoin existait quand la Grèce a été justement dans... Après, on n'est pas au niveau du Venezuela, où je pense que le Venezuela, on est loin, mais ceci dit, c'est pas aussi... Moi j'ai un commentaire à faire, c'est qu'il y a eu un article assez brillant récemment sur Coindesk, qui est paru il y a 4-5 jours, qui faisait le constat que malgré les répressions en Iran et à Hong Kong, c'était plutôt un échec actuellement de l'usage du Bitcoin. Finalement c'était hyper confidentiel et je me demande finalement ce qui se passe au Venezuela, si vraiment il y a un usage aussi important. Et je pense qu'on est beaucoup sur de l'imaginaire et peut-être de l'espoir que finalement des résultats effectifs, d'autant plus qu'on l'a signalé tout à l'heure, vu que c'est purement transparent, on peut l'utiliser très bien pendant 2-3 ans, et puis on émet une fuite, et à ce moment-là on est la cible d'un totalitarisme absolument monstrueux. Et donc finalement le risque n'est peut-être pas bon à prendre malgré tout. Et je sais que par exemple des commodités comme le sucre sont des monnaies au Venezuela. On stocke du sucre sans savoir qu'en faire, ça se garde plus ou moins bien, on sait que tout le monde en a l'usage. Et je pense que c'est plutôt ça actuellement qui remporte l'usage monétaire par rapport au Bitcoin. Ouais, alors ton dernier point il est très juste, c'est que c'est un argument parfois qu'on soulève contre Bitcoin, c'est mais s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet, oui, bah effectivement, dans ce genre de situation, vous allez plutôt vous tourner de toute façon, votre préoccupation, ça va être manger, survivre, vous défendre éventuellement, vous allez plutôt chercher à stocker de l'alcool, des cigarettes, moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Après, j'ai pas de chiffres sur le Venezuela. Je pense qu'au Venezuela, ça doit vraiment aider des gens. À mon avis, ça aide pas beaucoup de gens. En revanche, après, ce serait intéressant d'avoir si c'est possible, d'avoir des statistiques sur justement l'utilisation. La Grèce, à mon avis, c'est aussi parce que c'était la crise de 2010-2011, c'est ça? En 15 aussi. Il y avait c'est vrai que ça fait 10 ans qu'ils sont en crise en même temps. Après, j'étais en 2015 par hasard et il y avait un capital contrôle, vous pouvez partir plus de 60 € à l'ATM à ce moment-là. Et les gens étaient bien embêtés évidemment, mais ils n'ont pas. C'était pas une solution qui était d'office abordée, à utiliser la crypto-monnaie. Finalement, une des meilleures réponses à la question, c'est le petit graphique que tu nous as fait avec les trois différentes classes d'actifs, parce que tout dépendra de dans quelle classe d'actifs ça se met. Si c'est, pour l'instant, on est plutôt sur Bitcoin Or, disons, enfin moi je le vois comme ça, j'ai l'impression que la grosse majorité c'est Bitcoin Or, je ne suis pas le seul français, et dans cette situation-là, est-ce que s'il y avait une crise mondiale, Bitcoin, pour le coup, n'est pas de l'or, donc est-ce qu'il n'y aurait pas, à cause du fait que ce soit hyper liquide, justement des ventes massives pour avoir du cash rapidement, ou de l'or rapidement, ou une autre valeur dont on est plus sûr quand même que Bitcoin, et donc il y aurait un dump plutôt massif sur une grosse crise, avec après peut-être une reprise quand la confiance est perdue dans les institutions et regagne Bitcoin. Oui, je te rejoins parce que c'est ce qui s'est passé sur l'or en 2008. Il a d'abord chuté une trentaine de pourcents pour finalement rebondir par la suite. Donc en effet, les gens vont d'abord sécuriser finalement sur du cash et des choses encore moins, parce que ça reste malgré tout spéculatif l'or, des choses encore moins spéculatives. Et le principal concern à ce moment-là, c'était être certain que le cash que tu as en banque ne sera pas liquidé et disparaître. Si Bitcoin, si la roue s'ajuste en sorte que le segment Bitcoin monnaie augmente, là, ce serait clairement plus un modèle anti-crise, je pense. Enfin, tout dépend là, justement de ces trois roues, comment on les voit. Et finalement, dans le fond, tu réponds à la question
avec le graphique sans en donner les variables, mais en tout cas, sans en donner les valeurs, pardon, en donnant les variables. Mais c'est là-dessus que ça joue le mécanisme anti-crise. En fait, je pense que tu as répondu aussi à la question dans le graphique juste avant ou après, je ne sais plus, où tu montrais en gros que le Bitcoin n'était corrélé à aucun actif actuel. Ce qui veut dire que si on part d'une crise monétaire telle qu'on l'a connue en 2008, ça veut dire que techniquement le Bitcoin n'est pas censé monter, baisser d'une façon corrélée à tout ce qu'on a connu qui s'est cassé la gueule pendant la crise. Donc purement techniquement, on pourrait dire que en tant que réserve de valeur entre guillemets, ça pourrait résister à une crise. Après, si on parle de la Grèce où les gens n'ont pas spécialement de quoi acheter à manger, n'ont pas spécialement confiance à la monnaie, n'ont pas spécialement le droit d'aller retirer de l'argent à l'ATM, on n'a pas les solutions techniques, ça arrive pour le moment avec les layers, etc. On n'a pas les solutions techniques pour utiliser le Bitcoin pour acheter du pain le matin. Ça pourrait venir avec les technos qui sont en train d'avancer, mais là tout de suite on peut l'utiliser comme réserve de valeur pendant une crise. En tant que réserve de valeur, ça ne va pas se casser la gueule comme tous les autres, ou du moins pas de la même manière. Mais si tu veux l'utiliser pour manger, pour boire, pour acheter des cigarettes ou ce que tu veux, en tant que système de paiement, là pour le moment, ça peut le devenir, mais techniquement c'est pas encore le cas. Enfin, de ce que j'en pense. J'ai un petit commentaire. Donc en effet, la corrélation elle est nulle. En fait, ça veut dire surtout, sur le passé, on n'a pas la réponse actuellement pour pouvoir dire oui, les actions chutent, le Bitcoin va monter. Donc ça c'est actuellement, on n'a pas de réponse. Donc ça c'est déjà un élément, c'est qu'on ne sait pas dire finalement si le Bitcoin va monter, s'il y a une crise financière, mais ça ne présage pas le comportement futur. Et deuxième point, moi je vois en effet le Bitcoin plutôt comme une réserve de valeur, et plutôt comme un moyen de stocker de la valeur de manière en tant que réfugié à la limite. Parce qu'actuellement, si on veut partir d'un pays et on n'a pas le choix, le chat rentre dans sa maison, on doit tout quitter. Si on a eu un peu de temps pour se préparer peut-être cet exil, c'est peut-être un des moyens modernes finalement d'avoir une valeur qui est en plus ne pèse pas de poids. Et en plus, le fait qu'elle ne soit pas physique, on n'a pas dû aller auprès de mafieux ou de gens peu recommandables qui vont vous refourguer cet or pris. Enfin, si par exemple l'exil se fait en partant avec un lingot d'or, il aura été vendu peut-être 2 fois le prix de l'or. Et je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir des bitcoins en tant qu'asset d'exil, mais alors ça c'est une crise de dernier recours. Le Bitcoin n'a pas la même valeur partout. Il y a déjà des gens qui doivent utiliser le Bitcoin et ils achètent du Bitcoin. Oui, et alors sur ce sujet-là, essayer d'avoir du Bitcoin en temps de guerre en Syrie, c'est un peu, à mon avis, compliqué de toute façon. Donc voilà, la question reste encore ouverte. Bonsoir, moi je suis assez nouveau dans le domaine et j'observe et j'écoute, mais voilà, au niveau de la crise, puisqu'on cherche le problème que pourrait rencontrer le Bitcoin, on a failli passer au crash de l'an 2000. Je pense que le Bitcoin est complètement dépendant de l'informatique. Il dit que c'est pas ça la prochaine peut-être problème du Bitcoin. Quelle protection on a là-dessus? Et la même chose au niveau sécurité, le jour où tous ces hackers arrivent à pouvoir pénétrer, à pouvoir mettre la main sur tout ce qui est crypté et compagnie, voilà, c'est peut-être aussi une crise. Alors, si on envisage la crise sous l'angle, demain, la cryptographie qui est utilisée dans Bitcoin, qui est une cryptographie qui n'est pas utilisée que dans Bitcoin d'ailleurs, est cassée, ou alors on a des ordinateurs quantiques qui permettent de calculer les clés privées. Alors là, oui, c'est Bitcoin prend un coup dans l'aile, mais il n'y a pas que Bitcoin qui va tomber. Là, c'est sûr, Bitcoin ne nous protégera pas, mais c'est un peu... Alors, d'une part, Bitcoin il y a déjà des gens qui se préparent, effectivement, ça dépend de la menace, mais si on parle d'ordinateurs quantiques, il y a déjà des réflexions qui sont menées sur comment on pourrait réagir à ça pour faire évoluer Bitcoin avec des algorithmes qui sont moins susceptibles d'être cassés par des ordinateurs quantiques. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si on envisage la crise comme une crise catastrophique informatique, on revient un petit peu à ce que je disais avant, c'est si tout s'effondre, vous n'avez plus Internet, vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus d'eau, de toute façon... Voilà. Non mais on n'envisage pas forcément, c'est des cas qui sont extrêmes, je veux dire, et je ne pense pas que ce soit les cas pertinents, à envisager, parce que c'est des cas qui par définition sont extrêmes, et le Bitcoin ne vous aidera pas forcément plus qu'autre chose. Si on étend cette pensée-là, on pourrait l'étendre pour l'or finalement. À partir du moment où on a une quantité
d'énergie assez importante, voire infinie, et peut-être que l'humanité va y accéder à un moment donné, on pourrait synthétiser de l'or. Finalement. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que l'or est peut-être quelque chose qui est plus en danger que le Bitcoin, qui lui est un organisme vivant, qui permet de s'adapter, et contrairement à l'or qui lui est inerte et qui pourrait à un moment donné devenir désuet. Et je pense en ce sens que, c'est une opinion assez avant-gardiste, mais que le Bitcoin est supérieur à l'or parce que grâce au consensus finalement social, on va garantir sa rareté. Il y a aussi une chose, c'est qu'en cas de crise, moi j'ai une facilité aujourd'hui avec des calculatrices à vérifier qu'un Bitcoin je le possède. J'arrive à vérifier sa provenance, j'arrive à vérifier qu'il a été décidé. Alors de l'or, je ne saurais pas du tout sentir, même si on est de chimiste et calculer. Oui, alors ça, c'est un des avantages. Tu dis le fait qu'il est réactif, l'or est inerte, enfin l'or il est ce qu'il est et puis il ne bougera pas. Le fait que le Bitcoin puisse éventuellement évoluer pour répondre aux menaces et aussi un de ses avantages par rapport à l'or, c'est que le coût de vérification d'un Bitcoin est infiniment moins coûteux que vérifier de l'or. Donc ça c'est vrai que c'est un bon point. Et alors je voudrais juste peut-être rajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit, c'est de mon point de vue, quand la crise, si on se souvient de, voilà, tout à l'heure j'ai parlé de technologie défensive, je pense que Bitcoin fondamentalement est une technologie défensive, c'est-à-dire qu'elle est efficace, plus on s'y prend en amont, plus elle va être efficace. Si on attend que, comme les Américains disent, la merde touche le ventilo pour s'en préoccuper, c'est trop tard en fait, enfin, ça va moins bien marcher, beaucoup moins bien, un peu comme le chiffrement. Oui, c'est quoi ce shit is the fan. Ouais, c'est sûr qu'en français ça prend une couleur différente. On a des équivalents, j'entends là à droite. Non, mais ce que je veux dire, en fait, le fond de l'argument, bon là je plaisante, mais le fond de l'argument est sérieux, c'est que de la même façon que vous n'allez pas vous préoccuper de chiffrer toutes vos communications, enfin si vous pensez que c'est un danger en tout cas, quand on vient vous chercher pour ce que vous avez écrit parce que vous avez des opinions dissidentes chez vous à 4h du matin, c'est un peu trop tard pour vous préoccuper de chiffrer vos emails. C'est un peu trop tard pour vous préoccuper de comment je peux me cacher, ce que je vous disais tout à l'heure, avec différentes techniques. Et je pense que Bitcoin fonctionne avec la même dynamique en fait. Et que quand la crise est là, c'est pas forcément le plus adapté. Je vais rebondir sur un autre point de vue maintenant, qui est dépendant de la question. Moi je pense que le Bitcoin peut évoluer, même gagner en valeur et continuer de s'améliorer dans un monde prospère. Donc je ne pense pas que Bitcoin soit absolument associé, et on doit nécessairement l'associer à des crises. Je pense qu'un monde prospère va contribuer à l'essor de Bitcoin. J'ai une réserve là-dessus, c'est qu'il est quand même primordial d'être... le Bitcoin permet d'organiser des contre-pouvoirs dans un état totalitariste. Dans cette possibilité d'organiser des échanges économiques, c'est la base quand même d'une organisation de contre-pouvoir. Et ce qui nous pend au nez, et alors tu avais évoqué qu'en effet l'État du côté public est de plus en plus émissé dans nos données, mais on a également le privé qui est de plus en plus de droit de regard sur nos échanges, et d'autant plus qu'on le donne de manière assez volontaire. Et donc on est dans l'âge de la surveillance du capitalisme surveillance, et on a le côté public qui est aussi s'immisce. Je pense que c'est un contre-pouvoir très important, nécessaire, comme le cash, parce qu'en fait, il faut se dire que tous les banquiers centraux ne sont pas contre le cash. Il y a des pouvoirs au sein de la BCE qui disent que le cash est un droit fondamental. Donc, des Allemands, je ne sais plus la nationalité, mais ils disent que c'est un droit fondamental. Je pense que dans des sociétés prospères, on pourra quand même garder ce droit fondamental. Et je pense qu'il y a des gens assez intelligents pour savoir que c'est un risque énorme que de absolument abandonner ce côté-là. Voilà, donc Bitcoin ne profite pas nécessairement de la crise, mais il est nécessaire en cas de crise politique. Je vais dire, pour moi, effectivement, Bitcoin pourrait sortir vraiment du lot, mais justement pas pendant une crise, parce que je vais dire, pendant un moment de crise,
vous l'avez dit, le Bitcoin, c'est, je vais dire, la première brique d'un édifice qu'il faut encore faire évoluer, etc. Mais pendant une crise, justement, toutes les ressources, tant financières qu'intellectuelles, n'iraient pas pour essayer de faire un avancement, et du coup, on préférerait plutôt se retourner vers des valeurs qui ont déjà prouvé leur efficacité pour garder une certaine sécurité. Oui, je te rejoins totalement. À ce moment-là, il y a une contraction économique et je pense que Bitcoin est dépendant de l'expansion économique plutôt. De continuer, d'avoir le luxe de pouvoir travailler sur ce genre de choses. Et en effet, c'est trop tard. À partir du moment où il y a une contraction économique, ce sera trop tard d'élaborer et de rendre Bitcoin perfectible. Dépendant du fait qu'on ait combien 676 contributeurs dont la vie soit suffisamment prospère et riche pour pouvoir consacrer autant d'heures de façon complètement non rémunérée à faire avancer le protocole. C'est sûr que s'ils devaient se préoccuper de manger tous les jours, ce serait peut-être un peu plus difficile de contribuer. Du coup, j'ai une question qui est directement liée à ça. Est-ce qu'on a une fin prévue à l'évolution du protocole Bitcoin? Est-ce qu'à un moment, on pourrait se dire que Bitcoin maintenant est autosuffisant et peut se servir lors d'une crise parce qu'on n'a pas besoin de lui ramener de nouvelles choses? Est-ce qu'il nous manque des choses pour arriver à ça? Et si oui, quoi? Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une fin prévue de l'évolution? Bah non. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de roadmap. Voilà, les choses se font un petit peu ad hoc. À chaque fois, il y a des gens qui proposent des améliorations. Les améliorations sont discutées, sont intégrées ou pas. Souvent, elles ne sont pas intégrées d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. A priori, on peut imaginer... Alors, on parle beaucoup d'ossification du protocole ces derniers temps. Je pense qu'on n'y est pas. Quand on voit les évolutions à venir, on en est loin. Est-ce que la tendance va continuer? Est-ce qu'un jour, ça va s'arrêter d'évoluer? Difficile à dire. Et pour le deuxième point, qu'est-ce qui manque à Bitcoin pour être une bonne monnaie anti-crise, enfin un bon actif anti-crise? Difficile à dire. Moi, je dirais quand même plus de privacy, enfin, liste non exhaustive, hein, plus de privacy, le plus important. Peut-être plus de liquidité aussi, donc voilà, Lightning Network. Pouvoir faire des échanges plus vite, être moins dépendant de l'infrastructure. Il y a un projet, alors depuis ça fait quoi, 2 ans, voilà, on peut transmettre ces transactions par satellite. Donc il y a peut-être d'autres initiatives comme ça, les mesh networks, je sais pas, des choses qui sont faites déjà dans cette direction. Oui, un point important, c'est Internet. Un point important, c'est Internet finalement. Ouais. Donc, à observer également les évolutions à ce niveau-là. Et bon, on a quand même eu une petite lueur d'espoir, ou du moins lucidité, je pense que c'est de maintenir la neutralité d'Internet, le chiffrement sur Internet évidemment. Et donc voilà, c'est aussi une grosse pierre majeure du projet Bitcoin, c'est quand même finalement l'usage d'Internet. Oui, vu qu'on parlait de privacy, etc., si on part du principe que Satoshi est cypherpunk, d'après vous, pourquoi est-ce qu'il rend les adresses Bitcoin pseudonymes et non anonymes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un layer 2 pour rendre ça anonyme et pas directement? C'est pour qu'on puisse vérifier que les 21 millions aussi. En fait, on a un danger sur le fait de ne pas pouvoir vérifier. En fait, c'est difficile de vérifier que le protocole a été cassé. Non, là-dessus, le principe, c'est un proof of concept et que le truc va fonctionner, etc. On est bien d'accord. Je veux dire, dans l'idéologie de la privacy derrière les cypherpunk, pourquoi il sort un protocole comme celui-là où c'est juste pour la transparence? Transparence et gouvernance. Je crois que la réponse, c'est qu'il a fait ce qu'il a pu, déjà. Il avait... Non, mais Satoshi, on suppose, enfin, je trouve, c'était pas vraiment un cryptographe, ou pas vraiment un professionnel, en tout cas, académique de haut niveau. Il lui manquait certains outils. Et effectivement, alors c'est ce que vous avez dit, c'est que le fait de faire une crypto-monnaie avec une confidentialité qui est intégrée dedans, ça vient avec des trade-offs. Monero, Bitcoin ça scale mal, Monero ça scale encore plus mal, donc voilà, c'est dommage. Ça vient aussi, alors c'est sur Zcash, je crois, il y a la possibilité sur Zcash qu'on ait une inflation cachée, parce qu'on n'a pas, justement, on voit rien, donc c'est pas possible de vérifier.
potentiellement on pourrait avoir une inflation cachée sur Zcash et pas sur Bitcoin. Mais on est d'accord que pour avoir une adoption, il faut dire, imiter l'environnement actuel qu'on a déjà. Quand je vais à l'ATM, genre 20 €, si je les dépense ici à gauche à droite, personne ne sait ce que j'ai fait de mes 20 €. Ah oui, non mais Donc, complètement. quand tu dis, Complètement. peer-to-peer cash system, c'est là où moi je dis pas. Alors après, non mais alors après il y a quelque chose. On dit souvent que Bitcoin, alors c'est vrai, c'est pseudonyme. On dit souvent que c'est très mauvais en termes de privacy. Je pense qu'il faut nuancer un petit peu. C'est toujours pas qui est Satoshi. Mine de rien, non mais c'est tout con, mais. Il s'est bien protégé, mais ça c'est autre chose. Ouais. Non, mais l'usage du Bitcoin peut, si avec quelques, je pense que tu allais venir à ça, avec certains usages, peut être totalement finalement anonyme. En fait, C'est ton choix. C'est ton choix. Donc il faut aller, c'est ce que je dis. alors pas forcément, non pas forcément. En fait, c'est juste pour compléter. Les ETC et les CoinJoin, merci. Bah, si tu te doxes pas, en fait, la raison principale pour laquelle Bitcoin n'est pas du tout confidentiel aujourd'hui, c'est que les gens passent leur temps à se doxer sur des plateformes où ils donnent leur passeport. Je veux dire, la raison principale, c'est quand même ça, parce qu'ils passent pas par Tor, donc on voit leur adresse IP, ils se connectent à des explorateurs de blog où ils cherchent leurs adresses. Je veux dire, et je reviens à ce que je disais à la fin de ma présentation, Bitcoin, il a besoin, entre guillemets, d'un environnement, et il a besoin de certains réflexes. Je pense que moi, c'est quelque chose qui a changé aussi, sur lequel j'ai changé depuis que je m'intéresse à Bitcoin, c'est que je fais beaucoup plus attention en ligne, je fais beaucoup plus attention à la privacy, j'utilise Tor, je faisais pas du tout avant, et je suis devenu beaucoup plus vigilant sur ces choses-là. Donc, alors je dis pas, voilà, Bitcoin n'est pas aussi anonyme qu'une monnaie comme Zcash ou Monero, parce que voilà, c'est intégré dedans, mais je pense qu'on peut avoir un anonymat pas trop mauvais. Si on fait un peu attention, si on a une bonne hygiène en ligne, ça ira déjà beaucoup mieux. Madame Michou, Bah, Madame Michu utilisera des solutions Layer 2 et voilà. par exemple, Il utilisera Libra. Pourquoi pas. Tu veux en parler? Anonyme. Sauf que vous connaissez ça. Oula. Jacques, à toi l'honneur. Oui. Moi, je trouve que on est beaucoup dans des pensées très tendues face à des crises qui seraient terribles, où il n'y aurait plus d'électricité, une mangerie belle, ou se protéger d'un gouvernement tellement totalitaire qu'on pourrait être réveillé à 4h du matin parce qu'on a mis un post déplaisant sur Facebook. Et du coup, on se trouve face à des choses qui sont difficiles à penser et on oublie de penser à d'autres choses. Par exemple, l'un des avantages de Facebook, c'est non, c'est aujourd'hui pratiquement la seule façon de faire un don qui n'est pas forcément totalement anonyme, mais qui est totalement immédiat. Je suis frappé, et si je dois rembourser une somme limitée ou avancer une somme limitée à un ami ou à un de mes enfants, le temps que ça me prend pour dire je suis machin, par sécurité on attend 2 jours, enfin dans la même agence bancaire, pour un transfert entre moi et l'un de mes enfants, on me demande 2 jours par sécurité. Simplement pas capable de lui filer 100 balles, etc. J'ai fini par céder, j'ai fait la remarque sur LinkedIn, ça m'a valu tout un tas de commentaires assez éclairants d'ailleurs, sur la fin du ticket choc, le ticket de métro parisien. On l'a tué en le rendant absolument obsolète. On dit bah, maintenant vous l'avez sur la carte. Et en fait, il faut que la carte ne marche pas tellement mieux. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu une chose, qui est la capacité, quand il vient et qu'il n'a pas ses tickets parisiens parce qu'il est bordelais, de filer un ticket. Il est impossible avec cette carte de filer une unité. Or, on a une monnaie à l'échelle européenne et on n'a pas d'interopérabilité entre les tickets de bus de Paris et au moins de Bordeaux. Déjà, c'est intéressant. Et on n'a plus les moyens d'en filer un à copain. Donc voilà, pour penser Bitcoin, il ne faut pas seulement se mettre dans un état de guerre où on serait poursuivi par des SS en permanence. Simplement, des relations horizontales, fraternelles, conviviales, normales. Le système actuel. Des échanges décentralisés. Non, mais simplement des échanges normaux entre copains. C'est-à-dire qu'il y a des filets. Jacques, ils ont juste relu Orwell 1984, ils sont tous partis. Non, mais on n'est pas dans un état. Enfin, un peu quand même. C'est très difficile parce qu'on est entre des gens qui vont vous dire on occupe les ordres, on va changer de régime, on est dans un état de droit, et puis d'autres qui disent on n'est ni dans un état de droit ni dans un état totalement totalitaire. Mais qu'une entreprise comme la RATP ne voit pas qu'elle supprime la capacité de filer un ticket à quelqu'un,
Je trouve que ça en dit long aussi. Dans cet entre-deux, entre l'état de droit qu'on a plus et l'état fasciste qu'on a. Il y a un petit problème quand même là, c'est que tu vois que le partage de la RATP, elle voit que si tout le monde elle a une carte, quand mon pote y vient, il va payer le prix d'avoir un ticket là maintenant tout de suite, d'une carte là maintenant tout de suite, et donc au final la RATP va faire plus de bénéfices que toi qui achètes. Oui, peut-être, mais c'est peut-être un peu complotiste. Je crois que simplement cet usage horizontal et simple des choses, je veux dire, même pratiquement, comme on fait pour donner un euro un peu cher quand on n'a plus de cash. Simplement l'usage horizontal, fraternel, pair à pair, et compromis, sans même qu'on ait envie de le faire de façon secrète. Ça rejoint un slide où je dis que finalement, une des plus grandes utilités de Bitcoin, c'est d'être natif Internet et d'avoir cet échange qui sort des vieux rouages des années 70. Donc, je rejoins totalement. Je pense que c'est dans ce sens-là que Bitcoin peut profiter de la prospérité et non des crises. Alors, on parle de comment se comporter Bitcoin en cas de crise, mais si on imagine que Bitcoin commence à faire adopter, comme on arrive à cette courbe d'adoption en S, curve, donc on s'est bien adopté, est-ce que ça va limiter les crises qu'on a aujourd'hui liées probablement à l'inflation et à la spéculation? À mon point de vue, oui. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que c'était une technologie défensive. C'est pour moi son intérêt, c'est plutôt justement de diminuer la probabilité, de diminuer l'impact aussi, la gravité d'une crise comme ça. Et juste j'en profite pour rebondir sur ce que disait Jacques, et je pense qu'il a effectivement complètement raison. C'est vrai que la formulation de la question qu'on aborde ce soir, on parle de anti-crise, donc tout de suite on a envie, c'est un peu naturel qu'on parte dans des extrêmes. Voilà, mais peut y avoir des crises un peu plus latentes. Alors bon, l'exemple du ticket de métro est anecdotique, mais aussi effectivement révélateur de quelque chose de plus profond. Et quand ça rejoint un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je disais qu'on passe dans une société de coercion, de coercition, décidément je vais vraiment pas y arriver ce soir. Par exemple en Chine, très concrètement, les clodos, je l'ai entendu tout à l'heure, les clodos, comme on peut plus leur donner de cash, oui, ils ont un QR code. Voilà. Donc c'est sûr que humainement c'est pas génial. Et en Chine, ton ticket de métro, c'est ton faciès aussi. Alors ça je l'ai pas vu, mais c'est possible, ça m'étonnerait pas, mais je l'ai pas encore vu. C'est un point très important. C'est juste le corollaire à la crise, si on a moins de crises, est-ce que ça aurait aussi un impact sur le nombre de guerres qu'on pourrait avoir, comme on parlait justement que les guerres étaient associées de mon point de vue, ça rendrait les guerres plus coûteuses. Et on pourrait pas avoir, quand on regarde ce que coûtent les guerres en Afghanistan et en Irak, par exemple, depuis ça fait quasiment 20 ans que ça dure en Afghanistan. Pour quel résultat? Voilà. Je pense que ça deviendrait très compliqué de financer ces guerres-là dans un monde. Il y aurait. Bon, moi j'ai un autre avis. Je vous invite à regarder un site exceptionnel, c'est Our World in Data, ourworldindata.org. Il y a un chapitre sur les guerres et on a une tendance avec de moins en moins de guerres, les époques les plus terribles sont derrière nous. Et il y avait un dessous des cartes du temps où le présentateur Victor, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, le présentait encore sur Arte, qui disait texto qu'on est dans l'époque la plus pacifique qu'on ait jamais connue. Donc, il y a quand même des guerres encore aujourd'hui. Oui, ça, il y en aura toujours. Après, ici, on parle de choses totalement, en effet, très focus sur Bitcoin, les guerres, etc. Pendant que d'autres sont des collapsologues, sont persuadés que dans 5 ans, on va se tuer parce qu'on n'a plus assez d'eau potable. Donc, il faut aussi un peu mitiger où on se situe à ce niveau-là. Moi, j'ai une question moins sur ces choses de crise ou pas, peut-être un peu plus pragmatique. Dans ta présentation, tu parles des choses avec 2 points, enfin 4 points ou 3 points, et justement différentes classes d'actifs. Bitcoin, c'est vieux maintenant. On commence à voir les effets, les apports technologiques dans d'autres domaines, et notamment la finance. Et déjà, donc, la première question, c'est sur quelle classe d'actifs ça va avoir un impact et quel est ce type d'impact. Et au final, cette crise, c'est pas la crise de Madame Michi ou notre crise à nous. Nous, Bitcoin, c'est pas nous, ça fait perdre notre emploi.
Mais par contre, ça va faire perdre des emplois à beaucoup de gens. Des gens qui, justement, travaillent dans les banques, dans l'intermédiation financière. Et donc, est-ce que peut-être qu'on parle de crise à cause de ça, parce que c'est eux qui dirigent un peu la narration, et donc ils nous disent c'est la crise parce qu'ils ont peur. Et est-ce qu'il y a déjà des impacts? Est-ce qu'on voit déjà des boîtes fermées à cause de Bitcoin? Alors ici, on a 2 points. En fait, donc là, tu es en train de dire que Bitcoin va créer une crise finalement dans un secteur. Donc là, on est déjà dans une autre vision. Et un autre point aussi dans le débat, c'est Bitcoin anti-crise. Et je pense qu'il faut se demander aussi s'il n'y aurait pas des crises internes à Bitcoin. C'était aussi un sujet qu'on voulait élaborer. Alors, moi, j'ai vraiment aucune réponse, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le milieu bancaire, je n'en ai aucune idée. Moi, je pense que ce sera comme toujours, Schumpeter, ce qu'on détruit permet une nouvelle création finalement. Donc, je pense qu'il y aura la balance sera en général positive. Et au final, on apporte une efficience, une compétition à quelque chose d'existant qui est voué à disparaître. Donc, au final, je pense que il va y avoir toujours un ajout de valeur. C'est surtout ça qu'il est important de regarder. Pour ton autre question, je n'ai pas très bien compris. Après, on a dû créer quelque chose qui a de la valeur, qui est échangé. Il va directement être classé dans une des classes actifs. Est-ce qu'il y a des nouvelles valeurs qui sont créées depuis la technologie blockchain? Je pense juste aux tokens de monnaie, crypto, Tether et euros. Ils sont dans la catégorie cash en fait. Donc, on ne crée pas de nouveaux actifs. C'est pour ça que c'est très rare de voir un nouvel actif émerger en fait. C'est comme si on venait de découvrir l'immobilier, comme si on vivait tous dans des huttes et qu'on vient de découvrir, ou du moins à la pleine étoile, et qu'on vient de découvrir l'immobilier, il y a une valeur qui fluctue. Maintenant, on vient de découvrir quelque chose de totalement nouveau. Mais la question pour préciser, c'est en gros, comme tu dis, Bitcoin, ça peut être vu de différentes manières, comme de la monnaie ou comme un actif. Et justement, l'apport technologique sur la monnaie ou sur les actifs, est-ce que ça ne va pas transformer ces classes d'actifs, par exemple? Est-ce que je ne vais pas pouvoir me servir de mes actions totales tokenisées pour payer ma baguette de pain? Ok, j'ai compris. En fait, tu veux faire des produits hybrides, comme si tu étais actionnaire, on va dire, tu es actionnaire de Total et tu veux l'utiliser pour du paiement, etc. Et en fait, mais finalement, il faut regarder la source. Et finalement, c'est ta valeur, c'est une action américaine. Et donc, elle va fluctuer quand même sur ce point-là. Donc, après, je pense qu'on revient toujours aux mêmes catégories, en fait. Et même si tu les mixes, ça ne va pas changer grand-chose. Et je ne pense pas que le fiat est totalement différent d'une matière rare. Et on n'aura pas quelque chose d'hybride entre les deux, en fait. Il faut choisir tes matières rares où le fiat, lui, peut être créé et détruit. Mais la matière rare Bitcoin, elle n'est que créée, comme l'or. Et à part des pertes, on ne le détruit pas. Donc le fiat, on peut l'étendre et le réduire. C'est ce qui s'est passé avec la balance de la Fed. Jacques? Je crois qu'on a un peu un angle mort. On a beaucoup parlé d'or, on a parlé de monnaie, on ne parle pas d'argent. Et en fait, c'est toujours intéressant de regarder les deux métaux parce qu'ils ont des vies, des cycles, etc. très différents. Ce qui me gêne un peu avec l'or, même si, comme m'a dit, comme d'autres, je pense qu'on est probablement le plus proche, ça reste quand même l'or numérique. Mais l'or, il n'y a pas de courbe en S d'adoption dans l'histoire. L'or, c'est l'or depuis les pharaons. Il n'y a pas de courbe en S. Par contre, si on regarde les monnaies, il y a une courbe en S, et même avant même qu'elles soient fiat, à l'époque par exemple, si on regarde le destin de la pièce espagnole de Vireo par rapport à la pièce de Thaler de Marie-Thérèse, elles ont une valeur intrinsèque, c'est de l'argent. Donc ça sert à payer un part à l'auberge. Elles ont des courbes en S. C'est-à-dire qu'on peut préférer une monnaie à une autre, même si elle est de valeur intrinsèque, faible, comme une pièce d'argent. Et donc si Bitcoin sert d'argent, c'est-à-dire curieux en français comme en chinois, je crois que c'est le nom du métal argent qui désigne la chose avec laquelle on paye vraiment. L'or n'étant jamais quelque chose avec laquelle on paye vraiment. Il suffit de regarder une pièce d'or du temps des Césars, elle est comme neuve. Ces pièces-là ne servent jamais. Donc là, les monnaies ont une courbe en S. On a beaucoup parlé de la courbe en S tout à l'heure pour la technologie. Voilà, il y a une petite courbe en S pour les monnaies, pour l'argent, il n'y en a pas du tout pour le reste. Et donc ça donne des indications de ce qui peut arriver ou pas. Oui, dans ma présentation, j'avais fait un petit raccourci. En effet, je considérais que l'or était considéré comme l'or et qu'il était déjà à son maximum d'utilisation. Oui, mais c'est depuis la préhistoire, pratiquement.
et que si on veut voir émerger quelque chose de nouveau, il faudra peut-être observer ce taux d'utilisation. Et comme les différentes monnaies qui ont coexisté, à un moment, il y en a une qui prenait le pas sur d'autres, etc. Ouais. C'est très intéressant aussi. Dernière question. Tu dis que Bitcoin est une nouvelle classe d'actifs, on voit qu'il y a des index, il y a des produits titrisés de Bitcoin, il y a tout un tas. Est-ce que ça c'est une bonne chose pour Bitcoin? Parce que la seule façon de gagner sur Bitcoin c'était d'investir sur Bitcoin. Maintenant qu'il y a des produits financiers qui arrivent dans le système financier, c'est une bonne chose pour Bitcoin? Ça va le valoriser, ça va le détruire? Alors je suis désolé de répondre à la dernière question, mais oui, moi je pense qu'au plus on a des produits financiers, au mieux c'est. Alors la plupart, il y a quelques produits que j'avais présentés qui ont, ce n'est jamais qu'un droit sur des bitcoins existants en réserve en fait. Donc ils sont d'office impliqués finalement dans la part en détient de bitcoin par des institutions, donc ça raréfie l'offre d'une certaine manière. Si on parle de l'or papier par exemple, on suppose manipuler, s'il y a la même chose sur Bitcoin. Alors il y a une grosse confusion, et ça j'aurais élaboré ça à un moment plus tard. On parle d'or papier, tout ce qui est produits dérivés sur des actifs. Et il y a déjà du Bitcoin papier, produits dérivés. C'est des futurs, c'est des produits spéculatifs tout à fait communs et nécessaires. Futures, options, etc. C'est que des agréments entre deux parties qui décident de parier sur une variation du prix du Bitcoin, et ils ne détiennent pas ce Bitcoin-là. Mais ça fait partie, ça influence finalement le marché primaire du spot. Donc les deux ont une liaison. Il n'y a pas un marché secondaire papier qui est totalement décorrélé et qui commence à tourner fou sans que ça n'impacte le marché primaire. Et le marché primaire peut, lui, stopper aussi cette spéculation dite papier virtuel, on va dire. Donc ils sont intrinsèquement fort liés, en fait. Et ils sont nécessaires pour faire cette découverte de prix et d'offrir liquidité, etc. Et alors, très rapidement, on parle souvent d'un rapport 100 à 1 de hors papier par rapport à l'or existant. En fait, c'est le volume total qu'il y a eu sur un mois ou un an sur les futurs. Parce que c'est beaucoup plus pratique d'échanger des contrats que de s'échanger nous-mêmes des kilos d'or. Toi, tu en achètes ou pas, c'est beaucoup plus facile de le faire de manière papier. On compte ce volume total comparé au Bitcoin flottant physiquement. Et en fait, on fait ce ratio, on dit qu'il y a 100 fois plus de Bitcoin papier, mais en fait, c'est plutôt le volume qu'il y a eu, la spéculation qu'il y a eu. Ça ne veut pas dire que tous ces papiers-là vont avoir un droit de créance sur le stock existant, vu que c'est qu'un volume déjà cumulé déjà. Donc, ce n'est pas du tout l'open interest, on appelle ça. Et voilà, c'est assez sain. En fait, le ratio est beaucoup plus sain que quand on va au-delà de cet aspect qui fait un peu peur. Alors, vraiment très très vite, parce que là, je suis désolé. Mais... J'essaie de résumer. En gros, donc, il prenait du recul sur le fait que, on parlait beaucoup des crises, etc., que voilà, on est beaucoup dans une histoire tendue, mais les crises peuvent être vécues dans le long terme. C'est-à-dire la crise de l'identité, la crise du capital, du spirituel. Enfin, on a beaucoup de crises on est dans une époque avec beaucoup de questions. Même pour symboliser ça, la date de la sortie du Bitcoin, il y a un symbole, c'est le journal du New York Times, je crois, à l'époque, où il y avait la guerre en Palestine et la crise des subprimes. Donc moi je me demande, est-ce que le Bitcoin ne marque pas plutôt le passage d'un monde du capital, on était avant un monde du territoire, plus avec les seigneurs, etc., à un monde du capital où on traverse les frontières, on est dans un monde où la finance est dématérialisée, et là on arrive à un monde de l'information. On parle beaucoup de fake news, de deepfake, de comment reconnaître, mais non, on ne sait même plus si le président nous parle ou si c'est un hacker au final. Donc est-ce que, voilà, maintenant on veut tellement mettre le Bitcoin dans l'argent, ce au quoi on a le plus la foi, l'argent, au lieu de dire que l'argent, en fait, ce n'est qu'une information. Et que c'est cette prise de conscience qui demande beaucoup de recherche, parce que chacun de nous, je pense, est dans un moment où on doit vraiment beaucoup réfléchir et être informé au jour le jour pour savoir ce qui se passe. Alors, je suis désolé, c'est un peu vache comme dernière question, parce qu'il y a énormément de choses et j'ai approximativement 10 secondes pour vous répondre. Non, mais alors, en un seul mot, oui, il y a une logique.
Je pense qu'il y a une logique d'ouverture des frontières qui a commencé avec Internet, et pour moi, Bitcoin est complètement dans le prolongement d'Internet. Et sur la dernière partie, tu dis oui, l'argent finalement c'est juste une information. Oui, je pense qu'un des enseignements majeurs de Bitcoin, c'est Bitcoin en fait c'est pas de l'argent, c'est nous qui voulons voir de l'argent, mais c'est basiquement, c'est vraiment de l'information. Voilà.